Donc, bienvenue pour ce webinaire sur le bivaire bifacial. Alors, c'est un webinaire qui est enrichi par rapport à la première session qui a eu lieu il y a quelques mois et qui vraiment essaye de vous présenter tous les aspects de cette technologie bivaire biface, qui sont vraiment des panneaux aux garanties, aux qualités exceptionnelles, comme le titre l'indique, et qui, en particulier pour moi, me sont très chers puisque j'ai commencé ma carrière en faisant des panneaux bivaires. Voilà. Brièvement, je rappelle qui est MyLight. Donc, MyLight, on est un fabricant de systèmes en autoconsommation solaire. On va aller de la fabrication de panneaux solaires en passant par l'optimisation, le stockage et enfin, nous sommes également fournisseurs d'énergie pour notre produit de batterie virtuelle qui fera l'objet du prochain webinaire. Alors, le bivaire bifacial. Je rappelle les grands points, hein, comme tous les panneaux, c'est aujourd'hui des produits extrêmement endurants, écologiques et fiables. Ça, ce n'est pas différent des panneaux standards, on est vraiment sur des technologies éprouvées quand on parle de panneaux solaires. Petit clin d'œil, cette photo est une photo d'une installation de notre gamme. Alors, qu'est-ce qu'un bivaire biface? La grosse différence se situe à deux endroits par rapport à un panneau standard. La face arrière, qui habituellement est une couche de Tedlar, dans notre cas, est une couche de verre supplémentaire. Et ça, c'est ce qui fait la notion de bivaire. Donc, vous avez une couche de bivaire devant, une couche de bivaire face arrière. Le biface, c'est une partie spécifique de la cellule. La cellule va non seulement produire à l'avant, mais elle produit à l'arrière et les électrons qui sont produits à l'arrière sont récoltés par un réseau de fingers qui sont à l'arrière également. Donc, c'est ce qui donne des panneaux qui sont presque identiques que vous les regardiez de l'avant ou de l'arrière. Vous pouvez le voir sur le slide suivant où on retrouve la photo. Voilà, donc comme vous voyez, à l'arrière, on a l'impression que c'est le même panneau. Alors, la première chose que ça apporte, un bivaire biface, ce sont de meilleures performances et ce qui implique donc un meilleur retour sur investissement. Déjà, d'un point de vue purement mathématique, un panneau bivaire va beaucoup moins se dégrader qu'un panneau standard. On va comprendre pourquoi exactement un peu plus tard, mais un panneau standard va se dégrader d'à peu près 0,7% par an et un panneau bivaire va se dégrader de 0,45% par an. Ce qui fait qu'à 25 ans, si on part du même point d'origine, attention aux fabricants qui vous font partir au-dessus de 100%, vous arrivez pour un panneau standard à une production de 80,7% et pour un panneau bivaire de 86,7% par rapport à la production d'origine, ce qui fait à peu près sur la période 7% de production supplémentaire. Mais ça ne s'arrête pas là sur le bivaire puisque les bivaires sont, dans notre cas, garantis 30 ans. Et ça, c'est intrinsèque et par design. On va comprendre pourquoi un peu plus tard. Donc, vous avez 5 ans de garantie supplémentaire qui permet d'avoir encore plus de production sur ces 5 années-là. Donc, voilà pourquoi vous avez déjà une meilleure production rien que par le fait qu'il y ait une dégradation quasiment divisée par 2. Ensuite, sur le biface, pourquoi est-ce que vous produisez plus? Donc, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'on va collecter les électrons face avant et face arrière. Il faut savoir que quand il y a de la lumière, donc un photon qui tape sur une cellule, vous avez des électrons qui sont générés dans toute la cellule. Et ces électrons, soit ils remontent vers le dessus, et là, ils sont captés par le réseau de doigts classiques, soit ils peuvent aller également vers l'arrière. Et à ce moment-là, dans les cellules classiques, vous n'avez pas de collection d'électrons à l'arrière, et donc ces électrons partent en diffusion de chaleur. Dans le cas de la cellule bifaciale, il y a deux mécanismes. Il y a déjà un phénomène qui fait qu'il y a ces réseaux de collection d'électrons à l'arrière de la cellule. Donc, vous captez ces électrons qui, au lieu d'aller vers le dessus de la cellule, vont vers l'arrière. Et l'autre phénomène, c'est que comme l'arrière du panneau est transparent, vous avez aussi toute la lumière indirecte qui va taper l'arrière de la cellule et qui donc va à nouveau générer des électrons à l'arrière. Et qui vont être collectés. Et donc, ce gain de puissance va dépendre de la quantité de lumière réfléchie et captée à l'arrière
et ça peut aller de 7 à 30%. On verra différents exemples où vous avez cette variation de pourcentage de gain de puissance. Voilà, donc à surface équivalente, et même à watt crête équivalent, puisque aujourd'hui le watt crête ne prend pas en compte de manière traditionnelle la production face arrière, vous avez une production supplémentaire de 7% par rapport à un panneau classique. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le petit chat, hein. J'y répondrai au fur et à mesure. Alors, maintenant, d'un point de vue robustesse et durée de vie. Donc là, je vous parle de panneaux garantis 30 ans. On trouvait que 25 ans, c'était déjà pas mal, mais nous, on dit on peut faire mieux, il faut faire 30. Alors, pourquoi le 30 ans est important? Si vous regardez, c'est à peu près les durées garanties des toitures. Donc, le 30 ans, pour l'autoconsommation et en particulier en résidentiel, a un sens parce que vous alignez les durées de vie de vos panneaux avec les durées de vie d'une toiture. J'ai repris ce slide qui est quand même extrêmement intéressant parce que ça vous montre l'ensemble des défauts qui peuvent créer la mort d'un panneau, qui sont aujourd'hui extrêmement connus puisque la technologie photovoltaïque, on l'étudie depuis les années 50. Il y a 3 grandes catégories, et ça c'est toujours les mêmes catégories dont on fait des études de fiabilité. Vous avez d'abord les défauts de jeunesse, qui sont des défauts en général liés à des problèmes de production. Les défauts de boîte de jonction qui se décollent, un cadre mal serré, le verre qui se casse. Donc tout ça fait qu'un panneau est inutilisable très tôt. Le défaut le plus difficile à capter, c'est les défauts de soudure, ce qu'on appelle des soudures froides pour les plus manuels d'entre vous. Une soudure froide, c'est absolument indétectable puisque ça a la même propriété électrique. Mais par contre, ça ne dure pas dans le temps. Donc, s'il y a une soudure froide dans un panneau, ça va très, très vite se casser dans la première semaine de sa mise en place dans le champ, voire même pendant le transport entre l'usine et le champ ou le toit. Donc voilà, ces défauts de jeunesse, pour les éviter, il faut choisir des usines de très, très bonne qualité avec des inspections tout au long de la ligne. Nous le savons, donc chez MyLight, c'est vraiment, on fait extrêmement attention à ces sujets. Deuxième type de défauts, qui sont des défauts, on va dire, plus hétérogènes de par leur provenance. Alors, le premier, qui est un défaut historique classique, qui est ce qu'on appelle le PID, Power Induced Degradation, c'est lié au fait que sous l'effet de la lumière et de l'humidité, vous pouvez avoir une opacification du verre, dû à un mécanisme électrochimique dans le verre. Ce PID a causé énormément de soucis dans les années 2010, on va dire, puisque c'était un phénomène qui était peu connu. Aujourd'hui, on connaît la source. La majorité des fabricants sérieux l'ont résolu. Ça venait d'un choix de qualité de verre. Ça venait d'une distance entre la cellule et le bord du module. Enfin voilà, normalement, tous les bons fabricants ne voient plus ce problématique de Power Induced Degradation. Les autres défaillances que vous pouvez voir, c'est des défaillances de diodes qui sont dans la boîte de jonction, des défaillances de connexion, donc c'est toujours pareil, c'est suite au stress thermomécanique, vous pouvez avoir des cassures. Donc là, normalement, si vous êtes un bon fabricant, vous ne devriez pas avoir ça. Le jaunissement de l'encapsulant, qui est un gros problème au démarrage de l'industrie, aujourd'hui est quasiment éradiqué, puisqu'avec les nouvelles formulations d'encapsulant et également avec les nouvelles recettes de lamination. Donc, il faut un certain temps dans le laminateur pour ne pas avoir ce phénomène. Les délaminations, c'est un peu pareil. Et enfin, le dernier, pardon, j'ai sauté de slide, le dernier point, c'est le traitement anti-reflet. Je vais être extrêmement honnête avec vous. Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement anti-reflet qui dure plus de 10 ans. Donc, systématiquement, à 10 ans, votre traitement anti-reflet a quasiment disparu du panneau. Mais c'est quelque chose qui est pris en compte dans les calculs de garantie. Enfin, le défaut d'usure. Alors, c'est le défaut qui nous intéresse aujourd'hui parce que c'est vraiment le défaut qui est maîtrisé par la technologie du panneau. En fonction de la technologie, standard, bivers, vous allez avoir des défauts d'usure différents et des temps et des périodes à laquelle ce défaut d'usure apparaît différents. Et c'est ce défaut d'usure qui va vraiment influencer la durée de garantie. Le gros défaut d'usure du panneau, c'est la corrosion et donc c'est l'impact de l'humidité sur les cellules.
Alors, je l'ai dit brièvement sur l'importance d'avoir des usines d'extrêmement bonne qualité et complètement automatisées avec des tests en ligne. C'est vraiment quelque chose auquel on est attaché parce que c'est le seul moyen de minimiser au maximum les défauts de jeunesse. Donc ça, c'est extrêmement important. L'autre point, donc on parlait des qualités intrinsèques des panneaux par design. En fait, si vous prenez le bivers, il y a déjà un point qui est intrinsèquement plus costaud que le standard, c'est la résistance mécanique. Là, c'est une capture d'écran d'une vidéo qui est sur notre site YouTube où vous voyez quelqu'un qui marche sur un panneau bivers d'un côté, quelqu'un qui marche sur un panneau standard de l'autre. Euh, alors, je vois le petit commentaire potential ou power, il y a les deux appellations. Donc, les deux sont valides et signifient la même chose. Donc, si je prends la technologie standard versus la technologie bivers, pourquoi est-ce que dans un cas, vous avez une cellule qui casse et pas l'autre? Alors, c'est des mécanismes, c'est une réaction au stress mécanique qui peut être soit physique quand on marche dessus, mais qui peut aussi avoir lieu quand vous avez des fortes rafales de vent avec une pression et vous pouvez voir des panneaux qui vraiment se courbent. Donc, quand vous avez une compression sur l'avant, à un moment donné, il faut une traction pour relâcher le stress qui est généré par cette compression. Dans un panneau standard, le matériel le plus rigide au moins rigide, le plus rigide juste après le verre, ça va être la cellule. Donc en fait, ce phénomène de traction pour relâcher le stress va être complètement absorbé par les cellules et c'est comme ça que vous générez de la fissure. Lorsque vous êtes dans un panneau bivers, ce phénomène de compression que vous avez sur la face avant va être relâché dans le verre à l'arrière du panneau et donc c'est lui qui va prendre le stress, la traction qui va permettre de relâcher le stress de la compression. Et c'est pour ça que les cellules ne cassent pas dans le cadre d'un bivers par rapport à un panneau traditionnel sous contrainte, ou cassent moins. Donc c'est vraiment un phénomène physique connu de compression et traction. L'autre avantage du panneau bivers, c'est sa résistance au feu. Alors là, on vous a mis un chalumeau sur une plaque de verre, donc on sait à quel point le verre résiste au feu par rapport à du tédlar qui, lui, est beaucoup plus inflammable. Je ne passerai pas beaucoup de temps dessus parce que c'est assez implicite et j'aimerais passer plus de temps sur le slide qui suit, qui est vraiment le phénomène qui tue le panneau, qui est l'humidité. Donc, l'humidité, on parle de la vapeur d'eau. Il est évident que si vous mettez une goutte d'eau sur du tédlar, elle va perler, elle ne va pas pénétrer dans le tédlar. Par contre, si vous prenez de l'humidité, tous les polymères sont un peu poreux et vont absorber de l'humidité. La question, c'est combien de temps est-ce qu'ils arrivent à protéger les cellules qui sont à l'intérieur de cette humidité. À l'inverse, le verre, lui, est un matériel beaucoup plus amorphe et il ne va pas avoir ce phénomène d'humidité qui sature le verre. Donc, le seul endroit où l'humidité peut pénétrer dans le cadre d'un panneau bivers, ce sont sur les côtés, puisque vous avez l'encapsulant, qui est lui-même un polymère, qui est exposé à l'extérieur. Et donc, l'humidité va rentrer sur les côtés dans le cadre d'un bivers. Dans le cadre d'un panneau standard, vous pouvez le voir en haut, là on est sur un test où le panneau est exposé à de la chaleur humide à 95 degrés et 70% d'humidité. Et vous voyez qu'au début, le tédlar joue parfaitement son rôle et protège parfaitement la cellule de l'humidité, puisque c'est lui qui va absorber toute cette vapeur d'eau. Mais à un moment donné, le tédlar va être complètement saturé en eau et ne va plus du tout faire ce rôle de protection. Et c'est à ce moment-là que l'eau va pénétrer dans tout le panneau solaire et va commencer à corroder l'ensemble des connectiques, la surface des cellules et va les rendre résistives. Et petit à petit, les cellules ne vont plus du tout produire. Alors, quand je dis petit à petit, c'est assez rapide parce qu'à partir du moment où votre tédlar n'est plus protégé est saturé, il ne protège plus du tout et c'est comme s'il n'existait plus. Donc, vous voyez sur la courbe, sur le côté, vous voyez un panneau qui résiste très très bien jusqu'à à peu près 2. Alors ça, on a normalisé la durée du test. Et subitement, le tédlar est saturé et le panneau se dégrade extrêmement rapidement. Dans le cadre du bivers, comme c'est uniquement sur les côtés que l'eau pénètre, vous êtes sur une dégradation beaucoup plus longue
Et donc, vous n'avez pas ce phénomène de falaise avec le panneau qui s'effondre, mais vous avez petit à petit les cellules du contour qui vont se corroder et qui vont de moins en moins produire. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle vous avez un taux de dégradation bien inférieur dans le cadre d'un bivaire par rapport à un panneau classique. Je vous ai mis un exemple après 3000 heures de tests de 85 degrés et 85% d'humidité. C'est le double du test IEC standard hein, qui se permet de certifier les panneaux. Vous avez plus de 2 fois plus de dégradation sur un panneau traditionnel que sur un panneau bivaire. Est-ce que ce phénomène est réversible? Absolument pas. Une fois que c'est corrodé, ce n'est pas réversible. Donc une fois que la cellule est morte, c'est fini. Donc non, un panneau qui est corrodé ne peut pas être remis en état. Enfin, dernier avantage intrinsèque au bivaire, c'est la recyclabilité. Le verre est beaucoup plus facilement recyclable que le thé de lard. Voilà, je passerai rapidement là-dessus, mais c'est quand même un point à garder en tête. Alors, s'il n'y a pas de questions sur cette partie dégradation, je veux bien attendre quelques secondes s'il y a des questions. L'ensemble des sources, je peux vous les donner, hein, sont différents papiers scientifiques que vous trouverez. Donc, je pourrais vous donner l'ensemble des sources. Donc, je vais vous montrer maintenant toujours l'EVA entre les deux verres. Oui, c'est bien de l'EVA entre les deux verres, que ce soit pour les monofaciaux ou les bifaciaux. C'est l'encapsulant qui aujourd'hui domine le marché. Effectivement. Alors maintenant, vous allez me dire, vous m'avez parlé de 7% à 30% de production supplémentaire pour un bifacial, mais concrètement, combien mon bifacial va produire en plus? J'ai volontairement pris des études de différentes sources pour ne pas uniquement avoir nos panneaux. Donc, vous avez une première étude de System of Grid, on va les appeler des collègues dans l'ouest de la France qui ont fait un très bon papier sur, vous voyez, des panneaux bivaires bifaciaux qu'ils ont installés. Et ils ont regardé le gain du bifacial. Alors là, c'est un bifacial face à un bivaire monofacial. Donc voilà, c'est deux bivaires, un bifacial, un monofacial. Et donc, vous voyez vraiment une augmentation. Alors ici, vous avez le delta, le gain supplémentaire du bifacial par rapport au monofacial, mois par mois. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui vraiment confirme la théorie hein, sur la capacité à capter de la lumière induite, vous voyez que ce sont pendant les mois où il y a le plus de lumière, pardon, pas induite, indirecte, où il y a le plus de lumière indirecte, que vous avez une performance bien supérieure entre le bifacial et le monofacial. Mais même dans les mois, on va dire, les plus bas, et même sur un sol qui est noir hein, en dessous, puisqu'on est sur de l'asphalte, donc en termes de réflexion, on n'est pas sur de la neige ou sur un toit blanc, vous avez au minimum 7%. Et en moyenne sur l'année, dans ce cas spécifique, on est à 12,4% de moyenne sur l'étude de System of Grid, avec vraiment une performance bien supérieure sur les mois d'octobre-décembre. Autre étude qui vient d'un rapport extrêmement intéressant dont je vous ai mis le nom en bas, qui est de l'Agence internationale de l'énergie, qui a fait tout un rapport sur les panneaux bifaciaux. C'est un rapport qui vient de sortir, hein, qui date de 2021. Il y a plus de 130 pages pour ceux que ça intéresse. Je vous invite à regarder. Je vous ai extrait de tout ce rapport qui fait tout un tas d'études en fonction de l'orientation, des distances entre les strings, des cas des toits, des champs, et de différents lieux géographiques. Je vous ai extrait un graphe, une partie de l'étude seulement, que je trouvais assez parlante, où vous voyez donc tous les histogrammes en plein, c'est des panneaux bifaciaux, tous ceux avec des petits poids, ce sont des panneaux monofaciaux qui sont au même endroit et avec des orientations différentes. Donc sur le graphe de gauche, vous voyez la production sur un an, sur une période d'un an qu'on peut être ramené au kilowatt crête. Et après, vous voyez le delta du gain entre le bifacial et le monofacial selon l'orientation sur le graphique de gauche. Donc, si vous regardez, on va d'une dizaine de pourcents, hein, ce qui retrouve se retrouve sur System of Grid, jusqu'à plusieurs centaines de pourcents. Alors, le vert, ce sont des panneaux qui sont à l'ouest et en façade. Donc, ce sont vraiment des panneaux très exposés à la lumière indirecte. Et c'est pour ça qu'il y a une telle différence entre le bifacial et le monofacial.
Si vous prenez un sud 15 degrés ou un sud 30 degrés, le sud 30 degrés, donc qui est, on va dire, l'orientation optimisée, c'est le jaune, c'est là où il y a le moins de différence entre le bifacial et le monofacial, puisque c'est là où vous avez le moins de lumière indirecte. Mais même au sud 30 degrés, vous vous retrouvez avec 17% de production supplémentaire sur l'année, donc c'est extrêmement parlant. Et là, une fois de plus, hein, c'est un rapport fait par l'Agence internationale de l'énergie, donc une source extrêmement sérieuse. Si je reprends nos sources à nous, on a un très bon client à qui je dis bonjour puisqu'il est en train de nous regarder, qui a fait des comparaisons entre des panneaux monofaciaux et des panneaux bifaciaux sur les mêmes installations. Et en fonction des clients, il peut avoir 19% dans ce cas-là et 16% dans cet autre cas. Il a d'autres exemples, mais nous n'allions pas mettre toutes ces installations. Donc voilà, donc le gain du bifacial, je pense, n'est plus approuvé. On est vraiment sur des choses observées et confirmées dans différentes régions du monde, que ce soit avec System of Grid, avec le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, ou même avec nos propres clients et nos propres panneaux, comme vous pouvez le voir sur ce slide. Dernière chose avant que je prenne une série de questions, je vous rappelle que vous retrouvez un ensemble d'informations sur nos FAQ, notre DocuTech, donc ça va des fiches techniques de nos panneaux à nos ETN, à tout un tas d'autres questions sur la FAQ. Donc je vous invite vivement à utiliser cette source d'informations. Est-ce qu'il y a des questions avant que je vous dise bon appétit? Il nous reste 7 minutes, c'est ce que je cherchais à avoir, un peu de temps pour les questions. Donc je vous ai tous assommés. C'est possible aussi, hein. Alors, le surcoût, ça va vraiment dépendre de la puissance. Je vous invite à vous rapprocher de nos distributeurs qui sont tous listés sur notre site internet pour avoir des prix. Ça dépend du type de panneau. Aujourd'hui, nos bivers vont de 330 à 390 watts crête pour les tout derniers qui arrivent en fin d'année. Donc, en fonction de ça, vous n'avez pas les mêmes technologies de cellules et donc pas les mêmes coûts. Donc, je ne peux pas vous donner un surcoût égal. L'origine du silicium et des cellules, alors j'aimerais bien vous dire que l'origine vient d'Europe, mais non, toutes nos cellules viennent d'Asie. C'est aujourd'hui ce qui domine le marché. Nous travaillons majoritairement en résidentiel, donc nous ne travaillons pas sur des bilans carbone. Maintenant, on peut discuter si vous cherchez des panneaux à bilan carbone. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail sur notre boîte info et je prendrai contact avec vous pour ce type de questions plus commerciales. Ah, alors, la réversibilité d'humidité sur un panneau. Alors, effectivement, à la journée, exactement. Alors, c'est une très, très bonne question. C'est vrai que je n'ai pas approfondi ce thème-là. Vous remarquerez que sur tous les panneaux solaires, il y a une distance plus importante entre le bord du panneau et le bord de la cellule que entre les cellules elles-mêmes. Parce qu'en fait, il y a un phénomène journalier et diurne nocturne qui fait que toutes les nuits, vous avez de l'humidité qui rentre sur les côtés d'un panneau, et c'est vrai pour tous les panneaux, parce que le panneau refroidit. Et toutes les journées, le panneau se réchauffe et l'humidité ressort. Et ce phénomène est réversible tant que l'humidité n'atteint pas la cellule. À partir du moment où l'EVA, qui est sur ses côtés, commence à saturer en humidité, un peu comme le thé de lard, à ce moment-là, le mécanisme, l'eau rentre plus vite et donc atteint plus rapidement les cellules et ressort moins vite. Et donc petit à petit, et c'est ce qui fait dégrader le panneau bivers au bout de plusieurs dizaines d'années, vous allez avoir cette humidité qui atteint la cellule. Et là, le mécanisme est irréversible. Donc, tant que la cellule n'est pas touchée, c'est réversible. Dès que la cellule est touchée, c'est irréversible. J'espère que c'est plus clair. Il nous reste 4 petites minutes. Bonjour madame, juste ma Oui, question. En fait, elle tourne autour de l'exploitation. Je voulais oui. savoir, avec votre outil de supervision, est-ce que vous arrivez à voir de manière pertinente le gain, j'imagine que oui, d'un bivers, mais c'est surtout sur la partie PID et compagnie. Est-ce que vous avez la possibilité de le détecter comme la concurrence le fait ou,
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par comme la concurrence le fait sur Non, non, le... il y a des fabricants de micro-onduleurs qui arrivent à mettre en avant le fait de détecter potentiellement un PID sur un ensemble de modules. Alors, sur le PID, donc vous parlez d'un cas très spécifique qui est donc cette dégradation due à la dégradation du verre. Donc, nous ne sommes pas fabricants d'onduleurs ou micro-onduleurs en particulier. Non, Euh, mais voilà. donc, C'est la solution que vous proposez, vous savez, de supervision. oui, alors nous ne sommes pas panneau par panneau, mais il est évident qu'avec notre supervision, s'il y a une dégradation massive du panneau, on va la détecter. Maintenant, il faut bien prendre conscience que quand on est à 0,7% ou 0,4% par an, cette dégradation-là n'est pas détectable sur l'année, elle va être détectable si vous avez une chute massive du panneau. Mais c'est vrai aussi pour les personnes qui font des micros ou des onduleurs euh, ou des optimiseurs, hein. Quand on est à 0,7, 0,4%, à part le détecter en laboratoire, ça Ouais. me paraît difficile. Voilà. Et rien que, en fait, il faut faire tout un mécanisme, entre autres, de correction pour la température. Et c'est surtout ça qui est le plus compliqué. Donc, il faut avoir des capteurs sur le panneau pour savoir la vraie température du panneau, pour corriger pour cette température. Après, sur plusieurs années, vous pouvez avoir des tendances. S'il y a une chute dramatique, bien sûr que c'est détectable, hein. Si un panneau produit 2 fois moins ou 30% de moins, c'est bien sûr détectable. Si un panneau se dégrade de 1% par an au lieu de 0,4% par an, je défie quelconque fabricant de micro-onduleurs ou d'optimiseurs de le détecter en champ. Voilà, Non, mais après, ça va. Je vous rejoins parce qu'il y a beaucoup de variables. Et puis, exactement. merci. Je vous en prie. Une idée de la durée avant que la cellule soit touchée, et ben normalement, ils travaillent tous pour que la cellule ne soit pas touchée avant la fin de la garantie. La durée de garantie, c'est aussi pour ça que les garanties sont celles qu'elles sont, hein. C'est pas un chiffre pris au hasard. Voilà. Donc ils calculent cet espace pour que la garantie soit validée et assurée. S'il n'y a plus d'autres questions, il ne reste plus qu'une minute. Donc, si quelqu'un a même des questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Dans tous les cas, vous avez la boîte info@mylight. On répond et on répond vite. Vous serez dirigé en fonction de votre question vers quelqu'un de technique ou quelqu'un de commercial. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, merci encore d'être si nombreux à ces webinaires à chaque fois. Prochain webinaire de nouveau sur la rentabilité de la smart batterie qui aura lieu le vendredi 29 octobre à la même heure. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir.